Jacques Bou, bonjour. Bonjour. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous recevoir ici à Genève pour donner une conférence concernant la situation actuelle en Palestine après 7 mois depuis le déclenchement de cette guerre contre la population palestinienne avec 34 millions victimes civiles, avec la destruction massive des infrastructures, avec 14 000 nourrissons, bébés, enfants assassinés. Comment vous voyez la situation actuelle? Alors moi je suis, comme vous le savez, je suis militaire, un petit peu militaire, mais surtout ancien membre du service de renseignement. Donc j'analyse les choses avec le regard du stratège et le regard de celui qui essaye de comprendre les situations. Et je constate que depuis maintenant 7 mois, Israël a fait 3 fois plus de victimes que Russes et Ukrainiens mis ensemble pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans même, et que Israël n'est arrivé à absolument aucun résultat par rapport aux objectifs qu'il a définis. Vous savez, on définit la victoire ou l'échec par rapport aux objectifs qu'on a définis. Et les objectifs qui ont été définis par Israël, à savoir le démantèlement du Hamas, le démantèlement des structures de conduite du Hamas, la récupération des otages, tout ça ne s'est pas fait. Et par conséquent, on a eu finalement une quantité énorme de victimes pour qu'aucun de ces objectifs soit atteint. Quand bien même ces objectifs auraient été atteints, ils l'ont été à un prix que le militaire que je suis ne peut pas approuver. Imaginez-vous que les Britanniques ont réussi à juguler le terrorisme sans avoir à raser Belfast, que les Italiens ont pu réduire les brigades rouges sans démolir Florence ou Turin, et donc que la stratégie même appliquée par Israël pour lutter contre le terrorisme est tout simplement une stratégie qui n'a aucun sens et qui ne peut qu'envenimer les tensions qui sont légitimes d'ailleurs entre Palestiniens et Israéliens. Et par conséquent, on comprend mal la démarche israélienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé, ou plutôt le sous-titre de mon livre est « La défaite du vainqueur ». Car malgré l'apparente victoire, si on compte la victoire au nombre de personnes tuées, alors probablement qu'on peut considérer ça comme une victoire. Mais l'effet de ces destructions, de ces massacres de la population civile, car quand on utilise une bombe de 2 tonnes pour toucher un individu, eh bien, c'est qu'on sait qu'on commet un massacre. Il n'y a absolument aucune question là-dessus. Par conséquent, on est dans une situation où, même si on appelait ça victoire, elle est à un prix tel que la stratégie, le long terme, si vous voulez, conduit à la défaite d'Israël. Et en fait, j'avais déjà, dans un livre que j'avais écrit en 2003, qui s'intitulait « La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur », j'analysais déjà le problème de la deuxième intifada, dans lequel je constatais déjà qu'Israël appliquait une stratégie qui ne pouvait qu'à long terme envenimer la situation. Donc elle n'était pas de nature à résoudre son problème, ce qui me conduisait à deux conclusions possibles. Soit les Israéliens sont stupides, ce que je ne pense pas, soit ils sont perfides. Alors l'auditeur pourra choisir lui-même la conclusion. Mais il y a, je pense, et on le voit aujourd'hui, et on le voit notamment au regard des déclarations qui ont été faites par les dirigeants israéliens et qui ont été reprises d'ailleurs par l'Afrique du Sud dans sa plaidoirie auprès de la Cour internationale de justice, ces discours qui indiquent qu'il y a une volonté délibérée d'Israël d'aller au-delà de ce qui était normalement, ou de ce qui serait normalement nécessaire pour atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Il y a une volonté délibérée de vider Gaza, si vous me passez cette expression, et l'idée de génocide, je ne vais pas l'utiliser parce que vous savez que la Cour internationale de justice, jusqu'à maintenant, n'a parlé que de plausibilité de génocide, et c'est à la Cour internationale de justice de déterminer
l'existence même d'un génocide, même si en l'état on est dans une plausibilité, mais il y a en tout cas crime de guerre, crime contre l'humanité, et ça c'est ce qu'on observe actuellement. Donc je pense que Israël n'a vraiment rien gagné dans cette affaire, d'autant plus qu'il y a d'autres phénomènes un peu parallèles qui se sont greffés là-dessus. D'abord, ça a éclairé Israël sous un angle que personne n'avait anticipé en Occident. On a toujours pensé qu'Israël était, à tort ou à raison, qu'Israël était le pays victime, qu'il était issu des victimes de l'Holocauste. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un État qui est brutal, qui ne respecte pas le droit international et qui est finalement, qui ne passe, comment dire, qui va au-delà de ce qu'on peut tolérer au niveau des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Par conséquent, Israël a perdu beaucoup. Et greffé là-dessus, on voit aussi, de nouveau, à tort ou à raison, et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de Juifs, notamment aux États-Unis et en Europe, mais surtout aux États-Unis, ont vu leur communauté même menacée par ça. Parce qu'en réalité, le préjudice ou les crimes commis par Israël ont rejailli sur l'ensemble de la communauté. Et ça s'est accentué par le fait que Israël n'a pas été, est considéré comme intouchable ou, comment dire, on n'a pas le droit même de critiquer Israël, si vous voulez. Et je pense que ça a eu un effet qui, à long terme, va être négatif sur l'ensemble de la communauté juive parce qu'on a l'idée, et probablement certains, qui ont probablement à tort d'ailleurs, qui considèrent que si la communauté internationale n'est pas capable de faire respecter l'ordre et la justice, eh bien c'est à eux de le faire respecter. Et on s'aperçoit un peu partout, d'ailleurs, une augmentation des actes antisémites. Alors moi, je condamne tous les actes contre le racisme, quels qu'ils soient anti-arabes, qu'ils soient anti-juifs, qu'ils soient anti-n'importe qui. Mais, n'est-ce pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Et si on était honnête et si on avait aidé Israël à respecter le droit international, probablement que certains individus ne prendraient pas sur eux l'initiative de faire respecter la justice ou ce qu'ils considèrent comme la justice. Donc on a une situation qui est profondément déstabilisante, pas seulement pour Israël et sa région, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Et on le voit particulièrement en Occident, parce qu'on a tellement imaginé qu'Israël était dans son bon droit, qu'aujourd'hui, la chute est d'autant plus basse. Comme disait Goethe, plus les montagnes sont hautes, plus les vallées sont profondes. Et c'est exactement la situation dans laquelle est Israël aujourd'hui. Les gens tombent de haut. Et ça fait déjà quelques années que j'avais constaté, lorsque j'habitais aux États-Unis, que la communauté, les jeunes juifs américains se distanciaient de plus en plus d'Israël parce qu'ils pensaient déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années où j'habitais à New York, qu'Israël s'éloignait des valeurs que eux imaginaient comme étant les valeurs qu'on pouvait attendre d'une démocratie et d'une démocratie moderne. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une désaffection encore plus grande que celle qu'on a vue à ces 20 dernières années. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le soutien à Israël, même le soutien politique, s'affaisse. On a encore la crainte, probablement, des pressions américaines, des pressions de certains pays, pour continuer à donner un semblant de soutien, mais on voit que dans les populations, le bon sens populaire fait que les gens s'aperçoivent qu'on n'est pas en train de soutenir un gentil. On est en train de soutenir quelqu'un qui ne respecte pas le droit des autres. Et ce qui est apparu avec cette crise, c'est effectivement l'injustice dont font l'objet les Palestiniens depuis avant même l'existence d'Israël. Puisque je reviens toujours là-dessus, j'ai travaillé aux Nations Unies, et je suis un habitué des résolutions des Nations Unies. La résolution 181 des Nations Unies, qui
était la base pour la légitimité d'une création, d'ailleurs non pas de l'État d'Israël, mais de 2 États, je pourrais même dire 3, puisque Jérusalem devait être une entité indépendante. Donc on avait 3 entités, une entité arabe, une entité juive, on ne parlait pas encore d'Israël à ce moment-là, et une entité l'entité de Jérusalem. Et ces entités devaient être créées en respect avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire, et c'est spécifié dans la résolution, par des référendums. Or, à cette époque-là, les milices juives qui étaient en place avaient très bien compris qu'avec seulement 1/3 de la population qui était juive d'origine et 2/3 qui étaient d'origine arabe, un référendum n'aurait jamais permis aux Juifs d'avoir leur État, puisque les Arabes étaient partisans d'un État, ils étaient en fait partisans de la continuation de l'État de Palestine, en réalité, c'est-à-dire un État dans lequel vivaient en coexistence pacifique et intelligente et harmonieuse les 2 communautés. Et par conséquent, puisque les Arabes avaient la majorité, il fallait prendre tout ça par la force. Et ça, je peux même le dire pour moi-même, parce que j'ai beaucoup cité dans mes ouvrages la résolution 180, mais je ne l'avais jamais vraiment lu avec attention. Et l'opération des Palestiniennes, et je ne dis pas seulement du Hamas, puisqu'il y a plusieurs groupes qui sont associés à cette opération, donc c'est une opération palestinienne. L'opération du 7 octobre m'a donné l'occasion de revenir sur cette résolution et de l'examiner avec un peu plus d'attention et d'observer qu'en fait, depuis 1947, donc avant même l'existence d'Israël, on avait respecté aucune décision des Nations Unies, et que depuis 1947, en réalité, on a construit une situation qui s'est construite systématiquement sur le déni du droit international et dont les dénis se sont finalement juxtaposés pour arriver à la situation de Gaza, où en réalité, malgré le fait qu'on a l'impression aujourd'hui, si on regarde nos médias, que tout a commencé le 7 octobre, en réalité, on a simplement le 7 octobre la situation d'un vase qui déborde. Mais toutes les gouttes se sont accumulées au fil de près de 80 ans d'injustice et de refus de la communauté internationale de mettre en œuvre le droit qu'elle avait elle-même défini. Je vous rappelle que les Nations Unies avaient été créées déjà en juillet 1945, à une époque où on était encore en guerre, où les Occidentaux étaient encore en guerre, avec l'idée d'établir une communauté internationale basée sur le droit. Et la grande leçon de la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est pas qu'il fallait être contre un tel ou contre un tel autre, mais c'était le respect du droit international. C'est ça la grande leçon de la Deuxième Guerre mondiale. Or, l'exemple de la Palestine nous montre que depuis 1945, ou depuis 1947 plus précisément, l'Occident a même finalement nié le droit international qu'il voulait lui-même créer, qu'ils avaient eux-mêmes voulu créer comme étant la base des relations internationales dans l'avenir pour que précisément la Deuxième Guerre mondiale ne se répète pas. Jacques Pou, vous avez œuvré pendant plusieurs années pour les Nations Unies, pour plusieurs instances aussi internationales. Comment vous voyez le mépris d'Israël face aux résolutions des Nations Unies, aux décisions de Conseil de sécurité, les décisions préalables de la Cour de justice internationale, même le mépris des conventions concernant la vie et la protection des organes diplomatiques? Israël a attaqué le consulat iranien à Damas. Comment vous voyez ça? Comment vous expliquez ça? C'est l'indifférence totale, le mépris total. Alors, je pense qu'il faut comprendre que le conflit palestinien, en réalité, a pris sa naissance
en réalité au début de la guerre froide, c'est-à-dire à une époque où l'Est et l'Ouest s'affrontaient par force interposée, et où assez rapidement, malgré le fait d'ailleurs qu'Israël avait été soutenu par l'Union soviétique jusqu'à sa création, mais à partir du moment où Israël a été créé, il a compris que son intérêt était plutôt du côté de l'Occident, et l'Occident a considéré Israël comme étant son bastion avancé au Moyen-Orient. Et depuis là, s'est créé un lien particulièrement entre les États-Unis et Israël, qui a fait qu'on a accepté d'Israël à peu près toutes les incartades parce que le pays jouait un rôle stratégique dans cette région. C'était le bastion avancé de l'Occident dans un paysage qui était très mouvant, hein, puisqu'on a passé du socialisme au panarabisme, on est revenu à l'un et à l'autre. Enfin bref, c'est une situation très complexe où les Occidentaux d'ailleurs n'ont pas compris grand-chose parce qu'on est dans une forme de logique qui dépasse la logique cartésienne qu'on prétend avoir en Occident. Et par conséquent, les Occidentaux ont toujours considéré qu'Israël était une pièce indispensable à leur capacité d'imposer leur volonté au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, on peut dire que toutes les initiatives qui se sont déroulées par la suite, notamment entre les États-Unis et les différents pays arabes, sont parties quelque part sur la base de cette relation avec Israël. Et de ce fait, Israël a gagné une forme d'impunité qui lui a permis finalement de dépasser ce que nous comprenions comme le droit international. Et alors c'est paradoxal parce que d'un côté Israël, d'ailleurs il se présente plutôt comme une démocratie comme un représentant d'un État de droit, d'ailleurs, c'est assez intéressant de le constater, parce qu'il ne représente pas l'État de droit. Et les Occidentaux se sont accommodés de cette situation en admettant une forme d'exceptionnalisme qui était justifiée par une situation stratégique. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement, on a toléré d'Israël qui se comporte pas seulement à l'égard des Palestiniens, mais à l'égard de l'ensemble des autres pays. Parce qu'on parle évidemment à l'occasion de l'opération Al-Aqsa des relations entre Israël et les Palestiniens, mais Israël a en fait, depuis 1948, appliqué une politique de sécurité qui est basée sur l'agressivité, qui est basée sur le fait d'être craint plutôt que de coopérer avec Et le Liban se fait attaquer, l'Égypte se fait attaquer, la Jordanie se fait attaquer, la Syrie se fait attaquer, etc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la résolution 242 des Nations Unies a imposé à Israël de restituer les territoires occupés. Et même d'ailleurs les frontières d'Israël, parce que les frontières que nous acceptons généralement d'Israël sont des frontières de facto, ne sont pas des frontières de jure, puisque Israël a refusé de définir ses frontières, ce qui rend d'ailleurs sa position, ou plutôt sa perception au Moyen-Orient comme étant avec beaucoup d'inquiétude par les autres, parce qu'on se rend bien compte que ce sont des frontières qui sont destinées à être mouvantes, puisqu'elles n'ont pas été arrêtées quelque part comme l'ont fait tous les autres pays de la Terre. Et d'ailleurs, je souligne à ce propos qu'Israël a été sommé à plusieurs reprises par les Nations Unies de définir ses frontières, et Israël a systématiquement ignoré ces demandes. Donc on est avec un pays qui a basé une politique de sécurité sur la crainte, et non pas sur la volonté de coopération, d'un pays qui, avec l'opération Al-Aqsa, d'ailleurs c'est intéressant que juste après le déclenchement de l'opération, certains dirigeants israéliens ont constaté avec dépit qu'ils risquaient de ne plus être respectés parce qu'ils avaient peur de ne plus être craints. Et ça, c'est assez symptomatique. D'ailleurs, je fais dans mon livre la comparaison de la politique de sécurité de la Suisse et la politique de sécurité israélienne, qui sont deux petits pays entourés de grandes puissances,
que la Suisse aujourd'hui considère ses voisins comme étant amicaux, mais pendant longtemps la Suisse a considéré ses voisins comme inamicaux. Mais la politique de la Suisse a toujours été d'entretenir avec ses voisins des relations amicales et empreintes de stabilité. Ils ont pensé qu'il valait toujours mieux s'entendre avec ses voisins plutôt que d'être en confrontation, alors qu'Israël, dans la même situation stratégique, a considéré qu'il fallait être craint de ses voisins. Or, on a, avec l'opération palestinienne du 7 octobre, on a tout d'un coup le mythe de cette invincibilité, d'ailleurs beaucoup l'ont relevé, le mythe de cette invincibilité s'est trouvé mis à mal. Ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment nouveau, puisque déjà en 2006, après l'intervention israélienne au Liban, le Hezbollah avait obtenu un réel succès. Et je me rappelle du titre de The Economist qui avait mis sur la page de son magazine, la page de couverture de son magazine, Nasrallah wins the war. Donc Nasrallah a gagné la guerre. Or, on se rappelle que le sud Liban avait été littéralement dévasté par les frappes israéliennes. Ça voulait dire qu'il y avait eu une victoire tactique, mais une défaite stratégique. Et on est exactement dans la même situation aujourd'hui. Et alors, c'est probablement pour cette raison, pour revenir à votre question concernant l'ambassade israélienne, l'ambassade iranienne, pardon, à Damas, c'est peut-être pour ça qu'Israël a essayé de surenchérir. Israël a eu comme politique récurrente durant ces 80 ans d'essayer d'impliquer les Occidentaux dans le conflit. Parce que... C'est pour cela que j'aimerais bien, ma prochaine question, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de l'escalade israélienne vers l'Iran. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher Netanyahou à travers la provocation de l'Iran, et comment vous voyez la réponse et la réaction iranienne, parce que maintenant on dit que l'Iran a utilisé un minimum syndical. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Israël a toujours essayé d'impliquer, déjà avec l'affaire Lavon en Égypte, au début des années 50, Israël avait attaqué, à vrai dire, des intérêts américains et britanniques par des actes terroristes afin de pousser les Occidentaux à s'engager davantage en Égypte. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'expulsion, ou une bonne partie de l'expulsion de la communauté juive d'Égypte, parce qu'on considérait que la communauté juive finalement servait de cinquième colonne à Israël. Et ça a déclenché une affaire au sein des services de renseignement israéliens, le Haman, le service de renseignement militaire, et qui est resté connu sous le nom d'affaire Lavon. Et puis il y a eu en 1983, en octobre 1983, l'attentat de Beyrouth par des miliciens libanais dont on n'a jamais su qui c'était, qu'on attribue volontiers au Hezbollah aujourd'hui, mais qu'en réalité on n'a jamais su qu'il s'agissait. À l'époque, on parlait du djihad islamique dont on n'avait d'ailleurs jamais défini les contours, mais on n'a pas évoqué le Hezbollah à ce moment-là, c'est aujourd'hui qu'on le mentionne. Toujours est-il qu'apparemment, selon l'ancien agent du Mossad, Victor Ostrovsky, qui a écrit dans ses mémoires que les Israéliens connaissaient l'existence de ce projet de faire exploser le bâtiment des Marines américains à Beyrouth, mais que les Israéliens s'étaient gardés de le dire aux Américains, de façon à ce que les Américains se sentent obligés d'être impliqués dans la région, ce que les Américains n'ont pas fait. Et aujourd'hui, on a un peu le même phénomène qui s'est passé avec cette attaque contre l'ambassade d'Iran. Alors, la question de la riposte iranienne, alors moi je ne pense pas qu'elle était théâtrale et je ne pense pas que c'était le minimum syndical. Je pense que les Iraniens ont répondu avec une justesse, une perspicacité et une intelligence qu'on n'a jusqu'à maintenant pas vue dans la région. C'est-à-dire, les Iraniens savent qu'une riposte pouvait servir de prétexte pour les faucons américains pour intervenir en Iran. Et peut-être même d'ailleurs pour les Israéliens pour faire des frappes. Par conséquent, ils se sont dit il faut réagir tout en s'assurant
que les Américains n'interviennent pas. Et il y a eu des négociations par l'entremise de Oman. Et ça, je cite là un article du Financial Times du 12 avril, c'est-à-dire qui a été publié un jour avant l'attaque ou la riposte, devrais-je dire, iranienne. Et apparemment, les Iraniens ont contacté les Américains pour deux raisons. La première, c'était pour indiquer que leur réponse allait être limitée et qu'ils n'allaient pas s'engager dans une guerre sans limite contre Israël. Et deuxièmement, pour s'assurer que les Américains n'interviendraient pas dans ce conflit. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Leur opération a été parfaitement minutée et parfaitement calibrée pour une bonne et simple raison. Ils avaient envie d'attaquer trois ou quatre objectifs. Une des bases, c'était la base de Nevatim, dans le sud d'Israël. Une deuxième, c'est la base de Ramon, mais probablement pas la base aérienne, mais probablement la base de renseignement, puisque la base de Ramon est une base de renseignement des services de renseignement israéliens qui coordonne les activités aériennes contre tout le sud, y compris la zone de Gaza. Et il y a encore un ou deux objectifs. Là, je n'ai pas encore réussi à voir exactement lequel il s'agissait. Il y a trois candidats possibles pour ces deux objectifs. Le premier, c'est l'état-major des forces aériennes, du renseignement des forces aériennes israéliens à Tel Aviv. Le deuxième, c'est la base de Meron, qui est à l'ouest du Golan, et qui est la base du renseignement israélien. C'est la contrepartie de la base de Ramon au sud, qui permet de coordonner les activités aériennes et notamment les frappes contre la base l'ambassade iranienne de Damas. Et le troisième candidat possible, c'est la base du mont Hermon, qui est en fait une base de renseignement électronique qui est basée sur les hauteurs du Golan, dans le Golan occupé. C'est un territoire syrien en fait, et qui permet d'avoir la surveillance de l'ensemble de la zone du sud-Liban et la zone jusqu'à Damas, toutes les activités électroniques. Alors, les déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres ne permettent pas de savoir laquelle de ces trois candidats est là, mais c'est un de ces trois qui a été touché. Alors, pour que les Iraniens puissent toucher ces trois objectifs, il fallait que leurs missiles ne soient pas interceptés. Alors, pour que ces missiles ne soient pas interceptés, ils ont envoyé des leurres. Et quand les Israéliens disent qu'ils ont touché 99% des missiles, des appareils envoyés par l'Iran, en réalité, ils ont touché des leurres. C'est-à-dire une première vague de drones aériens qui sont arrivés à relativement basse vitesse, qui sont partis 5 heures avant depuis le territoire iranien, qui ont volé pendant 5 heures et qui sont arrivés, certains ont été interceptés avant, d'autres ont été interceptés au-dessus du territoire israélien. Ensuite, une deuxième vague de missiles de croisière, qui étaient des missiles de croisière obsolètes, qui avançaient à une vitesse relativement rapide, mais qui était facilement interceptable par les Israéliens. Et puis, une troisième vague composée par deux sortes de missiles balistiques. Des missiles balistiques de vieille génération qui pouvaient facilement être interceptés, notamment par les systèmes Arrow 2 et 3 des Israéliens, et puis des missiles plus sophistiqués, qui sont plus récents, et qui sont manœuvrables en phase terminale. Et quand on observe les vidéos qui ont été observées, on remarque que ce sont ces derniers missiles qui ont été envoyés en très petit nombre qui ont effectivement touché leurs objectifs.
Lorsque le commandement iranien dit que 50% des missiles qu'ils ont envoyés ont touché leurs objectifs, je pense qu'ils pensaient 50% de ces derniers missiles dont j'ai parlé. Ces missiles sophistiqués, ils en ont probablement envoyé entre 15 et 20, et ce qu'on a observé, ceux qui ont touché les objectifs, sont faits la moitié de ces objectifs-là. Et le reste était destiné à être détruit. Donc lorsque les Occidentaux et Israël disent qu'ils ont détruit 99%, c'est probablement vrai, mais ce qu'on sait, c'est qu'une partie des missiles qui ont été envoyés par l'Iran n'avaient même pas de charge explosive, ils étaient destinés à être détruits. Ils étaient destinés à être détruits. Donc c'est une opération remarquablement bien menée, remarquablement bien calibrée, qui a touché uniquement les objectifs que l'Iran voulait toucher, qui les a tous touchés, parce qu'ils ont effectivement touché leurs objectifs, et ça sans coûter une seule vie humaine. Et ça, c'est un exploit en réalité. Ça a été présenté en Occident comme étant un échec, parce qu'on a dit 99 ont été interceptés. En réalité, ce qui a été intercepté était prévu d'être intercepté, et Israël a dû, pour ça, si, disons, 300 missiles ou 300 appareils, engins volants ont été envoyés, eh bien Israël et ses alliés, puisque les Américains sont intervenus ainsi que les Britanniques, les Français et les Jordaniens, ça veut dire que les alliés ont dû utiliser 300 missiles pour détruire ces objets. Et que par conséquent, une partie du potentiel israélien a été finalement épuisée par cette frappe, pour finalement n'avoir aucun effet, puisque les objectifs qui avaient été déterminés par les Iraniens ont été touchés. Donc c'est en réalité, si on y réfléchit bien, et si on regarde, si on analyse de manière approfondie cette opération, c'est un remarquable succès iranien. Maintenant, je peux comprendre qu'on ait préféré, et que les Américains notamment, aient préféré passer ça comme étant un échec iranien, de façon à ce que les Israéliens ne se vengent pas. Ça, c'est une possibilité que je n'exclus pas, et qu'on a essayé comme ça de minimiser la victoire israélienne. D'ailleurs, c'est un petit peu après la deuxième frappe qui a été faite par des drones ou des engins volants qui n'ont pas tous été déterminés, mais enfin des drones qui étaient faits notamment sur la région d'Ispahan. On a eu là un succès très mitigé, puisque en réalité, apparemment, tous ces appareils ont été interceptés par la défense antiaérienne iranienne. Et je pense qu'il s'agissait en fait de donner l'illusion d'un succès pour éviter que l'Iran aille plus loin. Et d'ailleurs, certains ont évoqué, alors je ne sais pas, je n'ai pas le fin mot de cette histoire, certains ont évoqué qu'en fait, ce sont des milices guidées par les Américains qui ont envoyé ces engins volants contre l'Iran pour qu'Israël ne ressente pas le besoin de se venger. Est-ce qu'on connaît la vérité? Je ne sais pas, c'est une hypothèse, je ne connais pas la réalité. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une attaque, ce qu'on sait, c'est qu'elle a été déjouée, et ce qu'on sait, c'est que comme ça permet à chacun de sauver la face dans cette affaire, et c'est probablement de bonne guerre si on veut éviter effectivement d'ailleurs une vraie guerre dans la région. J'insiste toujours, Jacques Bou, de provoquer votre lecture concernant la position suisse. Aujourd'hui, pendant une manifestation à Genève, Carlo Sammaruga, le conseiller d'État, a considéré M. Cassis comme responsable et aussi complice des crimes contre la population palestinienne à Gaza. Comment vous expliquez ce déclin moral, ce déclin de notoriété pour la diplomatie suisse qui est considérée aujourd'hui comme complice? Parce que, comme vous connaissez, par exemple, hier, la Suisse s'est abstenue concernant le projet algérien de la reconnaissance de l'État de Palestine comme membre de plein de droits. Vous connaissez aussi la position de la Suisse concernant la diminution de l'aide à l'UNRWA, cette tentative aussi de contrôler, de punir toute action pro-palestinien à travers, soi-disant, l'interdiction de Hamas sur les territoires helvétiques, comme quoi Hamas est présente ici. Je trouve ça personnellement ridicule. Comment vous voyez et comment vous expliquez ça, Jacques Bou?
Alors, la Suisse, ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, a pris un virage qui semble aller un petit peu en contradiction avec la politique de neutralité qu'elle avait. Ça s'est manifesté notamment par la participation aux sanctions contre l'Ukraine. Je vous rappelle que la Suisse a été jusqu'en octobre 2022, en tout cas, le premier pays à sanctionner, pas seulement le premier dans le temps, mais le premier en quantité de sanctions contre la Russie. La Suisse a plus sanctionné que les États-Unis ou même l'Union européenne. Donc on est dans quelque chose qui va un peu plus loin, à mon avis, que le devoir de neutralité. Concernant l'affaire palestinienne, vous avez évoqué la question du Hamas, qui est, je pense, une question maladroite. Elle a été maladroitement traitée par la Suisse, parce que le Hamas est un mouvement qui n'a jamais opéré hors des frontières de Palestine, qui est un mouvement qui se déclare mouvement de résistance, dont on peut dire que s'il a utilisé, moi-même je l'ai dit dans certains de mes ouvrages, qu'il a utilisé des méthodes terroristes au début de son existence, je dirais que depuis les années 2000, c'est un mouvement qui a essayé d'être actif beaucoup plus dans le champ politique, même s'il a gardé une capacité de riposte. Je vous rappelle, parce qu'on cite souvent les questions de roquettes, j'ai étudié la question des roquettes avec attention et j'ai constaté, comme d'autres d'ailleurs, que les roquettes ont toujours été une réponse à des frappes israéliennes et jamais à des actes délibérés pour attaquer sans raison Israël. Donc on a de la part de la Suisse, je pense, une très mauvaise interprétation de ce qu'est le Hamas, et une interprétation maladroite parce que la désignation de terrorisme, d'abord, c'est une appellation qui est d'autant plus maladroite qu'elle n'est pas définie dans le droit international et qui a comme seul effet de prévenir toute capacité de dialogue. En fait, c'est finalement la seule raison pour laquelle on l'invoque, c'est pour empêcher un dialogue, parce qu'elle n'apporte rien à la résolution du problème. Et qu'il aurait mieux fallu, si dans le cas échéant, prétendre que le Hamas aurait commis, par exemple, des crimes de guerre. Ça aurait été beaucoup plus pertinent. Mais le traité de terroriste n'arrange rien et surtout ferme la porte à la possibilité d'un dialogue. Par conséquent, là aussi, la Suisse a fait, à mon avis, pris une mauvaise décision. Et puis, il y a le phénomène de l'UNRWA. Une enquête a été diligentée pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Mais ma connaissance du dossier et la connaissance du Hamas me fait penser que les Occidentaux, finalement, n'ont fait que relayer la propagande israélienne. Pourquoi ? Le Hamas, en réalité, est une entité qui contient deux ailes, si vous voulez. Une aile militaire, c'est celle qui combat actuellement à Gaza, et une aile qui est à la fois politique et sociale, qui en fait, puisque le Hamas a assumé la conduite, la gestion des opérations ou la gestion des affaires, devrait-on dire, à Gaza, il a fallu aussi traiter des problèmes très simples, des questions de réparation de routes, de dégagement des routes, d'entretien d'un certain nombre de bâtiments, de la mise en place d'un certain nombre de prestations pour les victimes, d'ailleurs, des frappes israéliennes. Et donc, ça veut dire la mise en place d'un service public qui assure ces services-là, et puis d'un service d'aide sociale qui assure des rentes, par exemple, pour les veuves et les orphelins, ou qui assure aussi l'aide aux gens qui seraient nécessiteux, qui n'auraient pas de travail, etc. etc. Et le problème est que ces deux ailes sont considérées par Israël comme également terroristes. Donc ils ne font pas la distinction entre la partie civile et la partie militaire. Or, je ne sais pas comment va être expliqué ou quel sera le résultat de l'enquête sur la question des employés de l'UNRWA que Israël accuse d'avoir travaillé avec le Hamas. Mon sentiment, et je dis bien c'est mon sentiment à ce stade, c'est qu'il est possible qu'il y ait eu
des employés de l'UNRWA qui travaillaient avec des gens du Hamas, mais avec la partie civile du Hamas. C'est-à-dire cette partie qui s'occupe effectivement de l'aide à des victimes, qui assure la restauration d'un certain nombre de services aux organisations civiles, et qui n'a rien à voir avec des activités terroristes. Le problème, c'est qu'on joue sur les mots de façon à condamner l'UNRWA et discréditer cette organisation des Nations Unies. Et je pense qu'il était de la part de la Suisse, mais pas seulement de la Suisse, d'autres pays, quoique d'autres pays n'ont pas accepté cette idée de la, comment dire, qu'avait suggéré Israël, de cette collusion entre l'UNRWA et une organisation terroriste. Je pourrais citer l'exemple de la Belgique, puisque je vis en Belgique, et la Belgique a refusé d'arrêter ses subventions à l'UNRWA. Et pour la petite histoire, lorsque la Belgique a annoncé qu'elle continuerait à payer sa contribution à l'UNRWA, le lendemain, le bâtiment de la coopération belge à Gaza a été bombardé par Israël. Ce qui montre qu'on est dans quelque chose qui va quand même un petit peu au-delà, et je déplore que la Suisse, sans aucune analyse, et là, de nouveau, je parle comme ancien membre des services de renseignement, je constate qu'apparemment, les services de renseignement suisses n'ont pas été en mesure de guider et de conseiller le gouvernement suisse de manière adéquate, et n'a pas su identifier la plausibilité d'une coopération très naturelle d'ailleurs entre les entités civiles du Hamas et les organisations et l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà, quant au fait de s'abstenir pour la décision de reconnaître un État de Palestine, je pense que ça va à l'encontre de toute la politique suisse envers la Palestine depuis des années. Et je m'explique très difficilement ce revirement, si ce n'est par une incompréhension totale de la situation, par une méconnaissance du dossier et par l'incapacité de nos dirigeants d'avoir une idée claire de la situation et finalement de donner crédit uniquement à la propagande. C'est pas nouveau. J'ai constaté que nos ambassadeurs, déjà dans la crise ukrainienne, racontaient des choses que les Ukrainiens eux-mêmes ne racontaient pas. C'est-à-dire qu'ils inventaient des situations que eux-mêmes, les Ukrainiens, réfutaient. Et par conséquent, j'ai l'impression qu'il y a un parti pris qui est en définitive purement politique et qui n'a rien à voir avec des décisions basées sur les faits, comme devrait fonctionner en réalité l'état de droit. Parce que c'est ça qu'on attend d'un état de droit, c'est pas avoir des décisions discrétionnaires, mais des décisions qui sont basées sur des faits, sur la réalité, sur des services de renseignement qui analysent la situation et qui apportent des éléments concrets, non pas des opinions, mais des faits, une démonstration des choses. Et on doit avoir des mécanismes de décision qui sont rationnels et non pas dans l'irrationalité. Or, j'ai l'impression que concernant Israël, on est dans des décisions qui sont strictement basées sur l'irrationalité. Merci beaucoup, Jacques Pou, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir toujours de vous recevoir. Merci. Merci à vous. Se jeter dans un fleuve, dans l'Hudson par exemple. Il y a un passant qui arrive et qui lui demande, qui lui dit non monsieur ne faites pas ça, et qui lui dit moi je suis croyant et je peux vous aider. Et là le suicidaire répond ah bon moi je suis croyant. Ah bon et donc le passant lui dit vous êtes de quelle église? Je suis baptiste. Ah moi aussi je suis baptiste. Et vous êtes baptiste de quel courant? Je suis baptiste de la scission par exemple, j'invente, de 1905. Et là, l'autre, le passant qui était prêt à lui venir en aide, le pousse dans l'eau et lui crie « Meurs, sale hérétique, moi, je suis de la scission de 1902. » Voilà, donc c'est le protestantisme américain. Mais ça n'empêche pas que derrière cette hyper-fragmentation en secte, qui d'ailleurs a des conséquences. C'est pour ça que les États-Unis, c'est des protestants qui ont fui les persécutions religieuses en Angleterre, qui ont colonisé l'Amérique, ont beaucoup de mal avec la laïcité à la française. Ils y voient,
parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Eux n'ont pas une histoire de guerre de religion entre catholiques et protestants, où l'État a finalement dû s'imposer et reprendre la main pour sauver la paix civile, et donc pour justement dire que la religion allait être quand même avant tout une affaire privée. Les États-Unis n'ont pas la même histoire. C'est une histoire faite de persécutés qui émigrent vers une terre promise, qui fuient l'Europe de tous les péchés, et donc pour eux, ils ont une tradition de liberté religieuse, et ils peuvent voir, par exemple, dans l'interdiction du voile à l'école en France, la loi de 2004, qu'ils ne comprennent pas comme une atteinte à la liberté religieuse et une forme de persécution. D'autant plus que cette loi a été faite par le président Chirac, qui était très critique de l'atlantisme, opposant à la guerre en Irak. Donc pour eux, dans leur esprit, ça leur est apparu vraiment comme quelque chose d'inquiétant, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas cette tradition française. Et ils ont, malgré leur éclatement, tous un logiciel commun, si je puis dire. Et les protestants étaient répartis dans quand même quelques grandes églises principales, dominantes. Par exemple, l'église épiscopalienne, qui est une scission en fait de l'anglicanisme quand les États-Unis sont devenus indépendants. Il a fallu se couper de l'église anglicane d'Angleterre, dont le chef est le roi d'Angleterre, pour créer. Et ça a été l'un des grands courants dominants de la vie protestante américaine. Et ces grandes églises, quand même majoritaires, traditionnelles, je crois qu'il y avait 8 grandes églises traditionnelles qui représentaient à peu près 50% de la population américaine dans les années 50, ces 8 grandes églises, en termes de nombre d'adeptes et en termes de pratiques, se sont complètement effondrées. Et le logiciel reste là, mais la croyance et la pratique se sont effondrées. Et c'est pour ça qu'on en arrive à un déboussolement qui prend par exemple la forme du wokisme. Dans notre bout d'Occident européen, oui. La laïcité à la française, ça ne marche pas tellement non plus, enfin c'est pas tellement reçu non plus. Je suis bien d'accord. Pour moi, la laïcité à la française, elle est en crise parce qu'elle est désormais mal comprise de ceux qui sont censés l'appliquer et la défendre. Par exemple, vous allez dans les collèges et les lycées de la République où on applique la laïcité, il y a un drapeau de l'Union européenne. Mais en Europe, nous sommes le seul pays, par définition, à faire véritablement de la laïcité à la française. Les autres pays ne sont pas dans cette vision-là et ne sont pas... et les instances européennes, la Commission européenne, la bureaucratie européenne ne sont pas du tout dans cette vision. Elles sont dans un schéma communautariste. Donc comment vous pouvez dire aux élèves enlevez votre abaya au nom de la laïcité à la française et mettre un drapeau de l'Union européenne et sauter comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, en criant Europe, 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 comme le font aujourd'hui un certain nombre d'hommes politiques français. De même, c'est Régis Debray qui explique très bien pourquoi lui-même faisait partie de la commission qui a fait la loi interdisant les signes religieux ostentatoires à l'école. Il explique pourquoi il faut interdire les signes religieux. Parce qu'il faut mettre l'école, lieu de transmission du savoir, à l'abri des influences de la société, que ce soit les influences religieuses, les influences communautaires ou les influences du capitalisme. Or, on interdit le voile et l'abaya, à mon avis, à raison, à juste titre, mais on laisse pénétrer les marques et tous les symboles du capitalisme triomphant. Et donc, vous comprenez bien que là, pour défendre la laïcité et pour l'expliquer, ça devient incompréhensible. Et l'argument classique des musulmans qui sont favorables au port du voile à l'école, ça va être de dire, mais vous interdisez mon voile, et vous autorisez par exemple les marques ostentatoires. Moi si je veux montrer de manière ostentatoire ma soumission à Dieu, ma soumission à Allah, pourquoi est-ce que j'ai moins de droits que quelqu'un qui veut mettre du Nike? Voilà. D'ailleurs, souvent, ils font les deux, des Nike sous leur djellaba. Si vous voyez les salafistes, par exemple, la double soumission au capital et à Dieu. Et donc, à mon avis, comme la laïcité, comme le modèle républicain d'intérêt général supérieur aux intérêts particuliers dont découle la laïcité à la française n'est plus compris, n'est plus défendu par les dirigeants, c'est sûr que la laïcité
qui faisait partie de ce package plus global, bah, ne peut plus vraiment convaincre. Si voilà, vous êtes Gabriel Attal, vous défendez la laïcité à l'école, à mon avis à juste titre, il a raison, au nom du modèle républicain global, mais le modèle républicain par ailleurs, vous jetez à la poubelle tout le reste. Voilà, la souveraineté populaire, etc., etc. Vous jetez tout le reste. La politique étrangère indépendante, vous courez pour vous aligner sur les États-Unis. C'est-à-dire que vous dites que vous voulez défendre la laïcité à la française, mais en même temps vous vous alignez sur un pays communautariste et qui lui déteste la laïcité à la française. Et qui, il n'y a qu'à lire les télégrammes de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, qui dit la laïcité française est raciste, parce qu'il ne la comprend pas. Quand vous étiez Jacques Chirac, il y avait une cohérence. Vous interdisez le voile à l'école et vous vous opposez à la guerre en Irak. C'était cohérent. On défendait le modèle laïque français face au communautarisme américain et en même temps on défendait la politique française traditionnelle, ce que celle qu'Hubert Védrine appelle gaulo-mitterrandienne, face aux États-Unis. Et en même temps, on disait attention, la laïcité c'est important, si vous renversez Saddam Hussein, qui n'est pas très sympathique, mais qui est laïque, vous allez faire le lit des islamistes. Bon, ça c'était cohérent, il y avait un alignement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alignement. On dit, on interdit l'abaya, très bien, mais après on court derrière les États-Unis, on s'aligne totalement sur eux. Or, les États-Unis, c'est communautariste, c'est anti-laïque. Et c'est eux qui essayent de renverser qui pendant un temps ont tout fait pour renverser les régimes laïques dans le monde arabe. Donc, l'alignement est perdu, la laïcité devient inaudible, incompréhensible, et elle est simplement perçue comme du racisme anti-arabe. Voilà. Mais parce que les dirigeants sont eux-mêmes déboussolés. Ils n'arrivent plus à réintégrer, à réencastrer la laïcité dans le modèle global auquel, je crois, la NAR est très attachée. Ce modèle de l'intérêt général qui l'emporte sur l'intérêt des individus ou des communautés. Oui, préciser, à savoir c'est un peu plus ancien, puisque même les États-Unis considèrent qu'il n'y a pas de liberté religieuse en France. La façon dont nous avons légiféré, nous avons comporté vis-à-vis de la scientologie, ils considèrent que... Tout à fait. Même les Allemands ont pris des lois, des réglementations contre la scientologie, sont dans le collimateur des Américains, qui considèrent que ce sont des atteintes à la liberté religieuse. Exactement. Bah, vous voyez que les États-Unis sont, et évidemment, alors il y a deux choses, sont le paradis des sectes, avec des fois d'ailleurs des catastrophes, hein, comme exactement la catastrophe de Waco, avec des sectes qui dérivent vers le terrorisme et où on doit faire intervenir les forces de l'ordre pour donner l'assaut, parce que vous avez un groupe d'hurluberlus qui s'est retranché avec des armes de guerre et qui va faire un massacre collectif. Donc ça, c'est le premier problème. Que les États-Unis soient un paradis pour les sectes, ça ne me dérange pas, ça me rend un peu triste et compatissant pour les victimes de ces sectes, mais c'est leur histoire. C'est leur histoire, c'est leur imaginaire, c'est leur mentalité. Je ne veux pas imposer le modèle français aux États-Unis, déjà parce que je n'en aurais absolument pas les moyens, mais également pour une autre raison plus profonde, c'est que c'est leur imaginaire, c'est leur histoire, je ne le remets pas en question. Mais eux, par contre, ne sont pas du tout dans la même démarche, puisque eux cherchent en effet à promouvoir le modèle communautariste et critique de la laïcité française en France et ailleurs en Europe, que ce soit vis-à-vis de certaines tendances de l'islam ou de sectes comme la scientologie. Je voulais vous demander, ne pensez-vous pas qu'ils sont justement déboussolés, nos dirigeants et globalement nos élites, et même nous tous, hein, parce que Régis Debray dit dans ce livre que nous sommes tous devenus des Américains. Oui. Depuis des décennies, on oui. a été biberonnés à la culture américaine. Le soft power américain, ça date de 45, 46, le plan de Marshall, etc. Et que des générations entières ont grandi avec cet imaginaire post-protestant, avec cet imaginaire américain qui est ancré si profondément que, comme il dit, de vrai, on ne le sent plus comme quelque chose d'étranger. Tout à fait. C'est le nôtre, c'est devenu notre imaginaire à nous. Et des anciens imaginaires à nous, les Européens, il nous reste quelques mots, on parle des valeurs républicaines, mais on est perdu, on ne sait plus ce que c'est, les valeurs républicaines, on en parle de manière tout à fait abstraite, parce qu'on est biberonné à quelque chose qui est devenu le nôtre, mais qui n'était pas le nôtre à la base,
et on ne sait plus comment sauver ces anciennes civilisations qui sont englouties par cette décivilisation qui dissout tout le reste dans tout à fait. Ce gloubi-boulga. Exactement. Ah, j'emploie d'ailleurs le mot gloubi-boulga dans le livre, et oui, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, le wokisme est un phénomène typiquement américain, c'est pour ça qu'il est né aux États-Unis, lié à l'imaginaire américain, mais ça ne l'empêche pas de se diffuser ailleurs, puisque nous nous américanisons. Exactement comme les fast-foods sont liés à la culture américaine, au mode de vie américain, avec ces grandes routes qui n'en finissent plus, et ce rapport particulier à l'alimentation, etc., etc. Mais ça n'empêche pas les fast-foods américains de se développer en Amérique, du fait justement de l'américanisation de nos sociétés. Et cette américanisation, bien sûr, elle remet en question le modèle français, républicain et assimilationniste. Elle remet en question tous nos fondements. Et donc, nous sommes peut-être tous nous-mêmes un peu déboussolés. Nos dirigeants le sont, et c'est pour ça que finalement ils ne sont pas cohérents, pas crédibles, pas légitimes, pas armés intellectuellement pour pouvoir défendre notre modèle. Puisque, en effet, quand vous prétendez défendre la laïcité à la française, mais qu'en même temps vous êtes complètement américanisé, ça n'a aucun sens, puisque la laïcité à la française est incompatible avec ce modèle républicain. Et on voit aujourd'hui que tous les courants politiques sont gagnés. C'était à une époque encore récente, il y a à peine 20 ans ou 21 ans, c'était beaucoup moins net au moment de l'opposition de la France à la guerre en Irak. Mais regardez aujourd'hui, alignement atlantiste total de la part du président de la République. Bon, et comportement américain, la main sur le cœur pendant la Marseillaise, etc., etc. La droite identitaire, censée défendre l'identité française. Bon, fasciné par le modèle de l'alt-right américaine. Éric Zemmour, son heure de gloire, c'est quand il a eu Trump, qui à l'époque n'était déjà plus président, au téléphone. Donc, fascination pour le modèle de l'alt-right américaine. La gauche radicale, qu'on croyait anti-américaine, qu'on croyait anti-impérialiste. Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, qui après la mort de George Floyd, vont mettre un genou à terre. Typiquement dans la symbolique américaine pour des problématiques qui ne nous concernent pas. Et le féminisme, regardez les féministes françaises qui en fait sont simplement des imitatrices du féminisme américain et qui brandissent la figure de la sorcière. Bon, très bien, mais en fait la persécution des sorcières, c'est la persécution des sorcières de Salem dans ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Et c'est à ça que ça fait référence. Nous, c'est une histoire complètement différente, et c'est bien un signe d'américanisation. Donc on voit une américanisation qui se glisse partout et qui avec elle charrie le communautarisme, le wokisme, mais qui touche tous les courants, y compris dans la droite identitaire, qui du coup n'a plus d'identitaire que le nom. Une ultime question, je t'en prie Olivier. Oui, je reviens au début de votre intervention et sur la critique que vous avez faite de la conception de la guerre des civilisations, en disant que les guerres des civilisations, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons persuadés de notre civilisation, de sa valeur, que ceux qui sont en face de nous, à côté de nous, en soient convaincus. Et puis il y avait un troisième argument que j'ai oublié. Qui sont eux-mêmes divisés. Et qui sont eux-mêmes divisés. Mais je reviens sur le premier. Quelque part, vous avez insisté d'ailleurs sur une espèce de forme de spécificité française en Europe par rapport à ce problème-là. Et je pense que vous avez raison. Parce que pour connaître un petit peu d'autres pays européens, enfin, je connais bien l'Italie, mon épouse est italienne, donc ça fait 40 ans mariée, donc je pratique ce pays depuis longtemps. Et je connais un petit peu le Royaume-Uni aussi. J'ai le sentiment que cette problématique-là est posée de façon différente dans ces pays. Il y a une forme de patriotisme plus profond que chez nous aujourd'hui.
et qu'il y a aussi une espèce de forme d'attachement à une civilisation qui n'est pas une civilisation, je dirais, théorique, mais une civilisation très concrète et très pratique, parce que très enracinée. Les Italiens sont d'abord des Ligures, des Lombards, des Siciliens, et après les Italiens, ils sont fiers des Italiens. Je pense qu'en Allemagne, on a le même sentiment, et au Royaume-Uni, on est d'abord écossais, gallois, anglais, etc. Donc on est enraciné dans quelque chose qui est déjà une pratique de civilisation. Nous, est-ce que quelque part on n'a pas oublié ça? Et est-ce que le fait d'être, comme vous dites, peut-être plus décivilisé que d'autres, renvoie pas à notre problème d'enracinement, de perte d'enracinement? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous venez de parfaitement résumer ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Et c'est-à-dire qu'il y a... alors, je pense que c'est un phénomène qui est commun, en tout cas... Alors, en effet, je ne parle pas de l'Italie, je suis d'accord avec vous, qui est commun aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France, et avec peut-être vraiment une dimension spectaculaire en France, que vous soulignez très justement, et qui explique, moi je suis un défenseur de l'assimilation, mais on ne peut défendre l'assimilation et demander aux autres de s'assimiler que si on a un modèle, que si on a un projet commun de société et un modèle profond, respectable, enviable, auquel s'assimiler. Parce que s'assimiler, oui, mais à quoi? Et donc, en effet, qu'en France, il y a un déracinement qui est absolument spectaculaire. Et pour le coup, Jean, vous parliez de l'Italie, à mon avis plus fort qu'en Italie, ça se voit par exemple au fast-food. Vous trouvez beaucoup plus de fast-food aux États-Unis, oui aux États-Unis bien sûr, mais vous trouvez beaucoup plus de fast-food à l'américaine, en France, qu'en Italie. Voilà. Donc, en France, il y a des paysages qui ont été, Pierre Vermeuren en parlera mieux que moi, mais des paysages saccagés. Il y a une inculture historique, notamment chez les jeunes, en termes de connaissance de l'histoire de France, qui est absolument spectaculaire. Là encore, comment demander à des enfants d'immigrés d'aimer la France, de connaître son histoire et de s'y assimiler, ce qui, à mon avis, est une demande légitime, mais si les jeunes Français, entre guillemets, de souche, il y a aujourd'hui 50% des jeunes, d'après une enquête, qui ne savent pas que la Révolution française a eu lieu en 1789. Donc, à mon avis, il y a... et aussi même dans l'habitat, où vous habitez un pavillon de banlieue dans la France périphérique, et vous allez chez Ikea et dans les zones commerciales. Donc une déculturation qui touche tous les aspects de la vie. On est au pays de la gastronomie, invasion des fast-foods. Et donc, c'est, à mon avis, ce qui rend le malaise français aussi spectaculaire, aussi profond. Et je pense que vous le soulignez tout à fait. Chers amis, on pourrait poursuivre très longuement cette conversation. J'aurais encore bien des choses à dire à Jean-Loup. Mais on va arrêter parce que l'heure s'avance, en priant Jean-Loup de revenir avec son prochain livre. Avec grand plaisir. Parce que ce n'est pas le premier d'abord, c'est le deuxième livre. Oui, c'est mon premier livre seul. L'autre était le premier livre seul, et il y en aura d'autres, nous l'espérons. Je l'espère, après l'Occident déboussolé. Merci à vous, et merci Bertrand.